tous et merci d'être venus nombreux pour marquer un anniversaire tristement célèbre. 3 ans que la jeune kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Jina Amini, est arrêtée pour mauvais port de voile par la police des mœurs. Mais elle est allée en garde à vue, a disparu 3 jours plus tard, manifestement abattue par les agents des mollahs en place. Et triste anniversaire, mais comme le disait un jeune martyr de cette révolution, bien que le nom martyr, vous verrez, ne soit pas toujours très approprié, ces jeunes gens qui ont participé, qui sont les acteurs de cette révolution Femmes, Vie, Liberté, qui a déclenché le décès de Mahsa Jina Amini, ne veulent pas qu'on célèbre tristement leurs actes de vie, leurs actes de poésie, puisque ce sont de grands poètes et poétesses, on va le voir aussi. Ils veulent qu'on soit gai, qu'on passe une musique gaie, et nous allons le faire, puisque nous avons ici avec nous une musicienne d'oud, de cet instrument qui est un instrument iranien, proprement iranien. Et surtout, une des raisons de se réjouir est évidemment la publication du livre, c'est pourquoi nous sommes là aussi ce soir, la publication du livre de Shala Shafik, Un orage de mots, qui a été ardemment soutenu par le prix Simone de Beauvoir, le prix du jury Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, dont plusieurs représentants sont là ici, dont la présidente Sylvie Lebon de Beauvoir, le délégué général Pierre Bras, Siem qui est présente aussi, et beaucoup d'autres dont je ne vois pas, que je ne vois pas forcément ici, dont je ne mentionne pas forcément le nom, mais ils sont là. Le prix Simone de Beauvoir, du jury Simone de Beauvoir, avait été attribué en 2023 aux femmes iraniennes, et en particulier pour rendre hommage à Mahsa Jina Amini, mais évidemment comme elle n'était pas là, elle n'était plus là, à ce moment-là, Shala Shafik, autrice iranienne, avait en projet un livre qui s'est matérialisé par celui-ci, Un orage de mots, où elle voulait répertorier tous les mots volés à cette révolution iranienne, les mots volés inscrits sur les murs, chantés sous forme de tweets, sous forme de messages Instagram, de fils Telegram, de vidéos. Et elle a donc proposé, avec l'accord bien entendu du prix, d'écrire ce livre qui tient lieu finalement de prix, de récompense pour cette et d'hommage à ce prix. Donc voilà les circonstances. Et en fait, quand Thomas Bou, qui est ici, directeur des éditions de l'Échiquier, et moi-même, Sylvie Crossman, qui suis donc directrice d'une nouvelle collection indigène que nous avons intégrée à cette maison, après avoir œuvré pendant des années au sein de notre propre maison avec Jean-Pierre Barrault, les éditions indigènes. Quand Pierre Bras, qui est ici, nous vivons dans le même village, et un jour il m'a téléphoné en me disant « Écoute, est-ce que tu peux lire ce manuscrit ? Moi je l'aime beaucoup. » Et je l'ai lu et j'ai été absolument saisie par la force, la puissance de ce texte dont on va beaucoup parler. Et donc ce livre sort en même temps que la réédition du petit manifeste de Stéphane Hessel, dont je salue la présence de Anne Hessel, le Carpentier, avec nous, qui est la fille aînée de Stéphane. Et donc nous avons décidé de rééditer ce livre parce que, nous semblait-il, jamais, sans doute, les motifs d'indignation énoncés par Stéphane n'ont été aussi vibrants ni aussi actuels. Et nous l'avons, c'est une idée de Thomas, nous l'avons republié avec une préface de la jeune Salomé Saké, autrice d'un petit livre, Résister, et qui se déclare comme une digne héritière de Stéphane, dans une génération évidemment un petit peu plus jeune.
Et donc ce livre, Un orage de mots, nous a paru vraiment comme un frère ou une sœur d'Indignez-vous, et d'autant plus que vous verrez dans ce livre s'exprime vraiment une génération de poètes, et de poètes révolutionnaires, de poètes contestataires, et on s'est souvenu du très beau mot que disait Stéphane, et il rendait hommage aux poètes comme les premiers contestataires. Il disait ce sont les porteurs d'une réalité antérieure et supérieure. Et je crois que là, à travers ces jeunes poètes et poétesses iraniennes, on a vraiment la définition de ces poètes, hein, et de la poésie. Donc je voulais peut-être passer la parole brièvement à Thomas, hein, qui va nous ajouter quelques mots, et puis à Pierre. Et voilà, vous dire que pour moi le mot-clé ce soir, c'est transmission. Transmission effectivement entre des éditeurs de générations différentes. Les éditions indigènes qui ont été donc créées par Sylvie et Jean-Pierre Barou, en 1997, et qui effectivement ont décidé de mettre un terme à cette expérience professionnelle, mais qui ont accepté de la poursuivre chez Rue de l'Échiquier sous la forme de cette collection. Tu as mentionné Indignez-vous, qu'on est très fiers évidemment de rééditer. Un orage de mots est le premier inédit dans cette collection. On en espère beaucoup d'autres. Je signale qu'on publiera en octobre ceux du Lutetia, de Jean-Patrick Razon, qui a rassemblé le témoignage de plusieurs déportés. Je pense qu'on reste effectivement, comme tu l'as dit, dans le champ de l'indignation, et c'est un peu ce que va tenter de porter cette collection au fil des années à venir. Voilà, vous dire que transmission, c'est aussi finalement le mot-clé du travail de Charla, qui a rassemblé tous ces textes. Tu les as détaillés, Sylvie, et on est très heureux évidemment qu'ils puissent paraître dans cette collection. Voilà, peut-être rendre hommage aussi à nos graphistes qui ont fait un très beau travail, vous l'avez peut-être déjà constaté, Aude en particulier, et aussi Mathieu, qui ont pris l'un et l'autre très à cœur le fait de proposer pour ces textes difficiles, très durs parfois à lire, un écrin qui rend, à mon avis, très accessible la lecture. Voilà, donc je remercie aussi vivement le prix Simone de Beauvoir pour le soutien apporté à cette publication, ainsi que la Fondation des femmes, évidemment. Voilà, merci et bonne soirée. Je passe la parole à Pierre Brun, le délégué général du prix. En général, les prix viennent couronner des livres, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le prix Simone de Beauvoir est un prix pour la liberté des femmes, est un prix politique, ce n'est pas un prix attribué à des auteurs de littérature ou d'essais, c'est un prix qui vient soutenir des personnes ou des groupes de personnes qui défendent la liberté des femmes à travers le monde. Aujourd'hui, en fait, c'est le contraire qui se passe, c'est un livre qui vient couronner le prix. Alors Sylvie a déjà expliqué comment nous sommes venus à soutenir le livre de Charla. C'est tout simplement parce qu'il n'était pas possible d'accorder la dotation à une personne précise, puisque nous avions couronné les Iraniennes en lutte pour la liberté, en hommage à Massa. Alors, pourquoi avions-nous choisi les Iraniennes particulièrement? Eh bien, c'est parce que le courage et le talent qui étaient en Iran, nous devions lui rendre hommage. Et plus particulièrement, le jury du prix Simone de Beauvoir a vu dans la Révolution de 2022 la preuve que le féminisme pouvait être à l'origine d'un combat politique qui déborde le féminisme. Les Iraniennes ont montré que le combat pour l'égalité des sexes n'attend pas la réalisation des autres égalités sociales, politiques, économiques, et que la lutte pour l'égalité des sexes peut être à l'origine du combat pour la liberté de tous. La violence de la réaction du pouvoir iranien montre à quel point le combat pour l'émancipation des femmes inquiète les ennemis de la liberté, surtout quand ils réalisent, grâce à l'implication des deux sexes dans la lutte, que le féminisme est une relation entre les sexes. Voilà pourquoi en 2023, le jury avait décerné son prix aux Iraniennes en lutte,
Et voilà pourquoi leur livre vient couronner le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Merci. Un comédien et metteur en scène iranien, Hamid Daneshvar, qui fait partie donc de la communauté iranienne en exil, et à Marjane Ravandi, qui est une jeune musicienne, joueuse d'oud. Retire ton Roussari. Roussari, c'est une sorte de voix. Retire ton Roussari. Ça y est, la voix, ça passe? Non, avec le micro, c'est non. Retire ton Roussari. Le soleil se couche. Retire ton Roussari. L'air a besoin de ton parfum. N'aie pas peur, mon amour, pas de larmes. Retire ton voile. Laisse tes cheveux libres. Mon amour, n'aie pas peur. Souris. Proteste contre les pleurs. La danse des grappes rouges. Tes cheveux sont mes sanglots. Mon visage se mouille. J'attends ton désir. Retire ton voile. Rends sa fraîcheur à l'air. Mon amour, n'aie pas peur. Danse, confesse à travers tes baisers. Devant toi, le ciel est triste de son nuage ténébreux. De nous, les cheveux, pour qu'ils s'y noient. Retire le rideau, que le ciel se dégage. Tu es toi-même le soleil. Le jour ne déclinera pas. Retire ton voile. Nous avons la chance d'avoir parmi nous une grande intellectuelle iranienne, Farzaneh Milani, qui vit une partie de l'année aux États-Unis, une grande partie de l'année aux États-Unis, qui vient 2 fois par an en France, qui est professeure émérita à l'université de Virginia, à Charlottesville, où elle a longtemps été titulaire de la chaire de langue et culture du Moyen-Orient et aussi de la chaire d'études des femmes et du genre. Donc Farzaneh Milani a écrit la préface du livre, une très belle préface, et je voudrais qu'elle nous parle du rôle de la littérature et de la poésie dans la culture iranienne, qui est son grand sujet d'étude et de passion. Bonjour à tous et à toutes. Chers amis, mesdames et messieurs, l'un de mes souvenirs d'enfance les plus précieux commence avec la poésie. Ma mère choisissait un recueil, l'embrassait, fermait les yeux pour dire une prière silencieuse pour le poète, puis, d'un geste familial et calme, elle en tournait une page au hasard avec son index jauni par la cigarette. Entourée de ses 5 enfants, assis en cercle autour d'elle, ma mère lisait à voix haute le poème qu'il avait choisi. Parfois, même celles qui nous aidaient à la maison se joignaient. La poésie devenait nourriture et appartenance. Elle nous reliait et abolissait les frontières entre enfants et adultes, femmes et hommes, lettrés et illettrés. En ce temps sombre et polarisé, où des vies s'éteignent et des foyers s'effondrent, dans mon pays natal, Iran, je trouve refuge dans la poésie. Je trouve refuge dans la poésie comme sur une bouée de sauvetage.
quand les images de dévastation hantent mes nuits, quand le chagrin m'étouffe, je me tourne vers la poésie. Je lis pour endurer, non pour oublier. Je lis pour me rappeler que les mots peuvent encore nous rassembler tous, les Iraniens, avec le monde entier. Je viens d'une terre où la poésie est sacrée. Elle n'est pas périphérique, mais un rythme vital. Non un divertissement, mais une nécessité. Pas ornementale, mais élémentaire. La poésie est notre écriture nationale. C'est notre vie sacrée. Elle empêche l'âme d'être colonisée par la peur, anesthésiée par le désespoir ou engourdie par l'indifférence. En Iran, nous embrassons les livres de poésie. Nous faisons pèlerinage au mausolée de nos poètes, plus nombreux que les monuments de nos rois. Voilà pourquoi, depuis longtemps, les politiciens craignent les mots plus que les épées. Aujourd'hui, alors que le peuple iranien lutte encore pour la liberté, les mots comptent plus que jamais. Ce combat pour la dignité et la démocratie dure depuis plus d'un siècle en Iran. Ces promesses brisées, ces révolutions interrompues témoignent aussi d'une résilience et d'une imagination remarquable et inspirante. Et surtout, quand le langue politique échoue, la littérature s'avance. Lorsque la lutte pour la justice se heurte à la violence, poètes, romanciers et essayistes portent une vision de justice, même à travers le silence et la violence qui leur sont imposés. Avec Femmes, Vie, Liberté, un mouvement sans précédent dans le monde a jailli des profondeurs de désespoir. Né du courage et de la révolte, il se résumait en 3 mots. 3 mots courts, comme un poème. Femme, vie, liberté. Déjà un cri, déjà une insurrection contre un régime qui voulait ensevelir les femmes sous des voiles forcés, un régime qui glorifiait la mort. Et pourtant, de ces ténèbres s'est levé un hymne éclatant, né de la diversité et de l'inclusion. Ce qui rend ce mouvement unique, c'est que les femmes en furent le cœur battant. Menées par elles, centrées par leurs droits, ils ne s'appuyaient ni sur des idéaux abstraits, ni sur des leaders charismatiques. Ils jaillissaient des rues, des écoles, des bus, des universités. Ils parlaient une langue à la fois locale et universelle. Sa force tenait à sa forme. Sans chef, mais résonnant, enraciné dans une longue histoire de résistance des femmes en Iran contemporain. Et pour la première fois, des hommes en grand nombre
ne sont pas contentés de seulement soutenir des femmes, ils ont combattu à leur côté, main dans la main, épaule contre épaule. Ils ont affronté les forces armées, brandi les photos de jeunes filles assassinées, et scandé leurs revendications comme s'il était les leurs. Femme, vie, liberté proclame une vérité essentielle. L'émancipation des femmes n'est pas un supplément à la démocratie, elle en est le fondement. Les politiciens, mes amis, surgissent et disparaissent. Leur nom s'efface, leur pouvoir s'éteint. Mais la littérature survit. Les mots survivent. Depuis plus de 11 siècles, la littérature iranienne et surtout la poésie est le véritable lieu de rassemblement de la nation, au-delà du genre et de la géographie, au-delà des groupes ethniques et des langues. Elle accueille croyants et non-croyants, les Kurdes, les Lors, les Azéris, les Balouches, les Kashgaïs, les Arméniens, les Juifs, les Zoroastriens, les Bahaïs, les musulmans et les chrétiens. Mesdames et messieurs, merci de faire partie de ce cercle d'écoute élargie. Un cercle qui dépasse famille, nation, frontières. Ce livre, cette autobiographie collective de mouvements inspirants, un orage de mots, nous offre la chance rare de rentrer dans ce cercle sans frontières. Un cercle où nous pouvons nous asseoir ensemble, écouter ensemble, lire ensemble des paroles de celles et de ceux qui en Iran ont défendu la dignité humaine, non seulement avec leurs mots, mais parfois avec leur vie. Cet orage n'est pas une tempête ordinaire, c'est un orage des mots, un orage qui brise le silence, renverse la peur, abat les murs entre ici et là-bas, entre eux et nous, entre Orient et Occident. C'est un orage qui libère des voix étoiffées et les porte au grand air pour être lues, pour être entendues, répétées, transmises, mémorialisées. Un orage des mots montre comment la langue est devenue un espace de résistance. Des paroles condensées en poèmes, en cris de révolte, en chants d'invocation. De ces voix naît une mémoire collective qui transforme les mots en archives de lutte, en porteurs de douleur, mais aussi en réservoir de courage et d'espérance. Dans cet orage, nous nous tenons à leur côté. Nous écoutons, raisonnons, joignons notre souffle au leur. Nous élargissons ce cercle d'écoute et affirmons que la littérature n'est pas un diversement, mais une résistance aussi. Pas un acte solitaire, mais une expérience partagée. Pas un luxe, mais une nécessité vitale. Ce soir,
en honorant ce livre, nous honorons les voix qu'il rassemble. Comme un orage qui traverse et purifie l'air, les mots de ce livre renouvellent notre souffle commun. Un orage de mots s'ouvre comme un cercle où nous nous trouvons unis par l'écoute et par la parole partagée. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Avant d'être assassinée, elle aussi, par la police des mœurs, Sarina, 16 ans, lycéenne, était une jeune poétesse très consciente de son talent. Cassandre Lavoine va nous lire un de ses poèmes postés sur Telegram. Sarina Esmailzadeh, lycéenne de 16 ans, est décédée après avoir été grièvement blessée à coups de matraque par les forces de l'ordre le 23 septembre 2022, lors d'une manifestation à Merchar, ville au sud-ouest de Karaj. Les autorités essayent de cacher ce crime en annonçant que Sarina s'est suicidée. Passionnée de musique et de poésie, Sarina partageait ses pensées, ses émotions et ses poèmes sur son canal Telegram. Elle tenait aussi un blog. À travers ses désirs, ses joies et ses amertumes, ses rêves et angoisses, elle nous parle d'une jeunesse privée de droits et de liberté qui étouffe. Dans l'un de ses fragments poétiques, elle écrit ces mots. Elle voulait être en vie. Elle voulait exister. Elle a donc tendu la main, en espérant quoi? Elle ne savait pas. Elle voulait juste faire un pas. Elle avait oublié le marécage dans lequel elle se trouvait. Boue, chute, puanteur, répugnance, haine, tristesse, un cri sans bouche, un ciel sans couleur, un automne sans pluie et une fin sans fin. Un autre texte de Sarina, déclamé et diffusé sous forme de vidéo, parle d'une fille qui ne savait pas quoi écrire, ni comment l'écrire, ni par où commencer. Puis la vie lui a ouvert une nouvelle porte. Je vous lis la suite du poème. Mais elle a perdu ses chaussures. Elle s'arrache les dents, une à une, les larmes de ses yeux, le surplus de peau de ses doigts, ses ongles, un à un. Et enfin, elle se coupe les cheveux. Avant d'attacher ses lacets, elle se met en route, à la recherche d'une lueur, d'une flamme de lumière. Elle fait de grands pas, puis elle se met à courir pour atteindre au plus vite le sens recherché, lequel? La vie ou la lumière? Ou les deux? Ont-elles la même signification? Elle arrive au clair de lune, elle s'arrête, puis baisse la tête. Ses chaussures sont à ses pieds. La fille a-t-elle vécu? Ces mots de Sarina Esmailzadeh vont retentir partout au comble des protestations. La fille a-t-elle vécu? Ne disent-ils pas la cruelle mise à mort d'une jeunesse assoiffée de vie par un pouvoir obscurantiste? Une autre de ces icônes de la Révolution était Nika Shakarami, jeune fille de 16 ans qui a notamment brûlé son voile. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Son corps torturé, crâne fracturé et pommettes enfoncées, rendu à ses parents fin septembre 2022, inspire un poème à Nasrin Khaderi qui va être elle-même victime de la réprimande du pouvoir. Elle publie ces mots pour Nika, avant qu'elle-même soit tuée début novembre 2022.
Je ne suis pas une idole que vous attaquez de vos haches. Je ne suis pas une divinité fabriquée que vous déniez. Tout être qui respire s'anime en moi et naît de moi. Je suis ce créateur qui, sous les bottes de ses enfants, est enterrée vivante, raptée, violée et torturée, et mise à mort. Voilà, à toi. Alors quelques mots quand même sur toi, hein? Sociologue, écrivaine, autrice d'une très belle thèse sur l'islam politique, sexe et genre, à la lumière de l'expérience iranienne, publiée chez PUF en 2011, autrice de nombreux essais, dont Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, on en reparlera peut-être en 2019, auteur aussi de nouvelles, hein, Chemins et brouillards, d'un roman publié à l'âge d'homme, Demande au miroir, et bien sûr d'un orage de mots. Donc, merci d'abord, Shala, de nous donner à entendre et d'avoir sauvé de l'effacement ces magnifiques mots et poèmes. Mais j'aimerais que tu nous racontes comment tu as procédé à ce recueil, comment tu es allé chercher ces mots, ces poèmes. C'est ce que, voilà, j'espère que tu vas nous raconter. Je suis très émue d'être avec vous ce soir pour partager ce texte qui est quand même... Moi, je trouve que, en fait, comme la chanson Baraye que Shervin Hajipour a construit à partir des tweets des jeunes et qui est devenu un hymne de cette révolution, qui était une chanson, mais une œuvre collective. Ce livre aussi, en fait, c'est une œuvre collective. C'est comme a été dit avant, enfin, je l'a dit, aussi, je pense qu'au niveau de ce qui a fait ce livre, c'est une œuvre collective. À cela, j'ajoute aussi mon analyse des mots, qui synthétise un peu, qui est issue d'une réflexion de longtemps. Donc, c'est pour annoter ces mots qui disent des choses et en fait le mettre dans une continuité. Et là, c'est Thomas Bou qui m'a proposé de faire une chronologie. Il m'a dit si tu pourrais faire quelques dates pour qu'on puisse voir. J'ai commencé ce travail. Et c'est devenu très grand. Ça veut dire, en fait, cette chronologie m'a pris beaucoup de temps. Et parce que ce moment de Femmes, Vie, Liberté est un moment qui cristallise à la fois une continuité et une rupture. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour moi, dans mon analyse, c'est un moment, c'est une révolution, puisqu'il y a eu un débat sur les mots. Comment on va nommer ce phénomène? Comment on va nommer ce mouvement? Pour moi, c'est une révolution dans ce sens-là. Ça veut dire, ça s'inscrit dans une continuité. Vous allez trouver cette continuité dans le livre, y compris à travers la chronologie très précise, qui retrace toutes les luttes sociales et politiques qui ont été faites pendant ces plus de 4 décennies de pouvoir islamiste. Et il y a une rupture, il y a un moment de rupture. Je l'ai dit dans un autre texte littéraire, un morceau poétique qui a été publié dans les instants poétiques qui vient d'apparaître aussi le mois de septembre. Pour moi, c'était un moment un temps composé, mais un temps qui concentre le passé, le présent et le futur. Ça n'existe pas dans la grammaire, mais ça a existé dans cette révolution. Tout ce qui était dans le passé s'est cristallisé dans le moment présent et ça a projeté une futur, un temps pour dire vers où on tend. Et c'est ça la particularité de ce moment, qui est un moment magnifique. Et on a vu, tout le monde a vu les têtes, cette belle jeunesse, filles et garçons, et ça a tellement été belle que ça a attiré le regard sur le visage.
Il y a eu pas mal d'affiches, il y a eu des films, il y a eu des icônes, il y a eu... Mais moi, je me suis dit, mais il y a des mots, il y a des paroles. C'est une révolution qui déborde de paroles. Et ça, quand il y a eu le prix de Simone de Beauvoir pour la liberté, je me suis dit, puisque chaque fois qu'il y a eu ce prix, en 2009 déjà, pour un mouvement de femmes iraniennes, et cette fois-ci, il n'y avait personne pour recevoir la récompense. Et ça dit long sur le pouvoir totalitaire. Ça veut dire, en fait, même les personnes qui voulaient venir, c'était la grande poétesse Simone Behbahani qui est venue ici, elle l'a dit clairement, on ne va pas recevoir de l'argent puisqu'on va nous dire, vous êtes espion de l'étranger, etc., etc. Donc ça, c'était pas possible. Et cette fois-ci, c'était pas possible. Et moi-même, comme je n'avais pas fait cette révolution, effectivement, je ne pouvais pas le recevoir non plus. Donc, il y a eu cette idée-là en disant comment on pourrait rendre hommage, comme a dit Pierre, à ces actrices et acteurs. Comment on pourrait leur rendre hommage? Bien sûr, en méditant sur leurs mots. Comme disait la grande poétesse Forough Farrokhzad, dont mon cher ami et écrivaine Farzaneh Milani a écrit la biographie, et j'espère que ça va être traduit en français aussi, ça va être en anglais bientôt. Elle dit « Seule la voix reste. Seule la voix reste. » Et donc, ces voix-là, il faut qu'elles restent et il faut qu'elles nous incitent à réfléchir. Pas seulement à admirer le courage, pas seulement à découvrir la beauté, mais aussi à méditer sur ce qu'elles nous disent, ce qu'elles nous disent en termes de résistance à ce fléau de l'islamisme qui est quelque part le nouveau fascisme de notre époque, si vous voulez. Donc là, c'était l'idée de ce livre. Après, pour la construire, on a eu des obstacles, puisque la police politique iranienne, non seulement la police politique islamiste, non seulement elles tentent tout le temps à effacer les mots, à étouffer les gens, mais elles ont essayé par rapport à ces jeunes d'effacer leur mémoire. Ça veut dire en fait leur page de Facebook, pas Facebook, puisqu'elles sont beaucoup plus sur Twitter et sur Instagram, a été retravaillée par la police politique. Sarina Esmailzadeh, dont Cassandre nous a lu tellement bien, nous a rendu ces mots, et là, la police politique a inventé de nouvelles pages de Telegram pour elle, a fait des fausses pages. Donc pour nous, c'était quand même un défi de pouvoir vérifier et d'avoir les mots authentiques. Donc avec les amis ici présents qui ont participé, Zohra Habib Mohammadi, que nous remercions beaucoup, Pacha Tabakoli, Amir Pacha Tabakoli qui est là, et Reza Nasei qui est là, et aussi tous avec l'aide de toute façon de Clara Dominguez qui est là aussi. Donc nous avons construit un groupe qui a vérifié les mots, qui a vérifié les histoires. On a essayé vraiment d'être au plus près de la réalité, puisque c'est ça aussi le devoir de pouvoir le rendre. Et donc, comme je parlais avant avec mon amie Béli Leonati, qui est actrice de théâtre et de cinéma, il y a aussi un autre danger pour ce genre de révolution. C'est que comme il y a une belle esthétique, il y a toujours, on l'a vu aussi, il y a toujours une tentative d'avoir des icônes partout, des célébrités, des autres, etc., etc. On pourrait se placer devant, et ça, c'est normal, c'est humain. Mais en même temps, il ne faut pas que ça fasse écran à des vraies personnes qui ont fait cette révolution. Et ces vraies personnes font partie de nous. Donc ce livre a été fait aussi pour donner cette pluralité d'images, cette pluralité de figures, cette femmes, hommes, parents, aînés, jeunes, tout le monde. Et effectivement, c'est ça aussi qui fait cette révolution. C'est une révolution qui a
réuni un peuple qui a cherché son iranité. Il y a une nouvelle invention de l'iranité face à un pouvoir qui veut effacer cette identité iranienne, en faire un Ummah. Au lieu de peuple iranien, il voulait faire une Ummah islamiste. Et donc, ce peuple a résisté, il continue à résister, et cette révolution a dit fort avec ses slogans: nous voulons être un peuple diversifié et une unité plurielle qui s'est exprimée à partir de cette iranité plurielle par les couleurs, par la langue, par la religion, et les athées et les non-croyants. Et d'où la présence très importante de ces slogans sur la séparation entre la religion et l'État et la liberté des femmes. Et tout ça passe par la liberté des femmes. Donc, quoi de plus beau que ce message universel et universaliste, universel pluriel. Ça veut dire là où l'universel s'exprime par une pluralité. Et ça, je pense que ce n'est pas que pour l'Iran. Cette révolution a beaucoup de leçons à donner pour l'ensemble, pour le monde entier. Et j'espère que ce livre participera dans cela. Merci pour votre écoute. Maintenant, nous allons donner la parole ou le luth, ou Loud Ravandi, qui est donc une jeune musicienne qui est en France depuis 2 ans, qui est venue avec un visa talent, qui enseigne, qui a travaillé en Iran avec les plus grands musiciens. Inch'Allah, là, tu as besoin de me donner un nom. Par exemple, le grand chanteur Shajaria, que tout le monde connaît. Et vous enseignez aussi, Marjane, au conservatoire, vous enseignez le piano et la musique au conservatoire de Montreuil et aussi à la MJC du Châtelet. Oui. Voilà. Et vous allez nous jouer de l'oud, qui est un instrument typiquement iranien. Et Marjane, vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi oud comme spécialité. Quand j'étais enfant, j'ai joué du violon et du piano. Et après, quand je suis allée au conservatoire de musique à Téhéran, j'ai choisi le oud parce que c'est un instrument ancien iranien. Ancien instrument iranien qui est toujours joué plus avec les femmes. Les femmes. Ouais, c'est ça.
Voilà, le dernier morceau qui a été chanté, c'était du son versé de Jeune Pousse les tulipes. C'est une grande chanson historique iranienne qui revient beaucoup. Et je voulais dire que parmi nous aussi, il y a une chanteuse, Salmi Elahi, qui est là et qui est avec mon ami, son époux, qui est Jean-Paul Samaritas, qui met en scène aussi un monologue, ça veut dire un premier monologue sur la femme des libertés, où Salmi chante. J'espère que bientôt, je pourrai vous envoyer une présentation et vous inviter à la mise en scène de ce morceau, de ce monologue qui va poursuivre. Voilà. C'est fait. Donc, au mois de mai, au centre Paris. Voilà. Au centre. C'est le centre rue de Charenton. Il s'appelle Sang. Le Sang. Voilà. C'est à côté de la place. Pas la Bastille, c'est la place de marché d'Aïli. Voilà, exactement. On commence début mai. On l'a représenté déjà 3 fois en Inde, dans les alliances françaises. Et début mai, c'est ça. Ouais, c'est loin, mais c'est le théâtre qui est un long chemin. De mise en marche. Chala, est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots sur où en est le mouvement Femmes, Vie, Liberté aujourd'hui, où en est cette révolution, et puis on passera pour terminer la parole à Cassandre et à Amine qui vont nous lire 3 derniers textes, je crois. Tout à fait. Voilà, je voulais dire aussi que c'est le titre de l'ouvrage, c'est Sylvie qui l'a choisi. Ça a été dans le texte, mais c'est Sylvie qui a eu l'œil et l'oreille pour le. Et ça, j'adore ce titre. La signature vient de là.
Alors là, comme j'ai expliqué dans la première partie de mon parole, c'est un événement existentiel, c'est une révolution existentielle, c'est une rupture totale avec l'ordre dominant. Ça ne veut pas dire on sait très bien que le régime reste sur place, que le pouvoir n'est pas renversé, mais la rupture est là. Et c'est pourquoi d'ailleurs c'est une révolution qui a laissé des traces inoubliables, malgré tous les... Et ça continue. Un des éléments qui nous renseigne sur ça, il y a deux éléments qui nous renseignent sur ça. Premier, c'est la présence, la persévérance des femmes à sortir non voilées dans l'espace public. Et ça continue. Et comme Jafar Panahi, le réalisateur iranien, dans un message aujourd'hui pour l'anniversaire, a dit tout ne revient pas, ça veut dire tout a changé. Il y a un avant et un après. Les visages de ville, tout ce que nous vivons. Et il n'y aura pas un retour possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Deuxième aspect, on le voit aussi à partir de la prison politique. C'est que les prisonniers politiques écrivent. Il y a aussi des mouvements de protestation, des petits mouvements. Effectivement, ça, c'est mon analyse personnelle. Ce régime étant le plus affaibli que jamais, de toute façon, la répression continue. Il y a eu beaucoup d'exécutions, et ça continue. Les gens sont exécutés, il y a des mauvaises nouvelles, mais en même temps, dans la prison, il y a des prisonniers qui ont fait la grève de la faim et qui écrivent en disant qu'ils vont continuer. La résistance continue et il y a le recul du régime sur le plan de voile, mais il y a aussi sur ailleurs. Et moi, je pense que soit il continue à reculer face à des slogans de population et face à la résistance, de toute façon, soit il continue de reculer, ce qui va faire quand même un effondrement tôt ou tard, et puisqu'ils ne peuvent aucunement répondre à des demandes et à besoins du peuple, et soit il ne recule pas et il y aura encore des mouvements plus violents et il y aura vraiment une confrontation encore comme a été, mais encore plus forte. Donc de toute façon, que ce soit cette solution ou l'autre, que ce soit dans le recul ou dans la confrontation, le régime iranien vit ces derniers moments. Ça ne veut pas dire qu'il y a un calendrier que je pourrais dire aujourd'hui ou demain, mais ça veut dire que c'est fini. Comme disent l'ensemble, beaucoup de gens qui viennent de l'Iran, et comme dit le cinéma iranien, à partir des films qui ont été présentés ces derniers mois ici même à Paris, donc le film de Rasulov par rapport à la révolution Femmes, Vie, Liberté, j'arrive jamais à bien dire le nom de ce film, c'est Les grains de... Voilà. Pardon? Les radiers sauvages. Voilà, le figuier sauvage. C'est un nom difficile pour moi. Et le film de Jafar Panahi, qui est un simple accident, et qui déjà parle de l'après. Pas maintenant. Il dit, de toute façon, c'est fini, il faut parler de l'après. Et La femme qui en savait trop, qui est aussi un film très beau, qui dit aussi ça, qui dit quelque part ça. Si vous voulez, le cinéma témoigne de ça. Les chansons qui ont été publiées aujourd'hui même à la mémoire de Mahsa Amini et pour rendre hommage à cette révolution, le redisent, en disant que ça continue. Donc, nous sommes à l'écoute et nous disons ça continue. Merci. Ava, une artiste trentenaire vivant en Iran, souligne qu'après le meurtre de Mahsa Jina, elle lutte contre ses peurs et ses angoisses pour se dévoiler. Je me rappelle très bien la première fois où j'ai pris la voiture sans voile. Ma bouche était sèche et mon cœur battait vite. J'avais le sentiment que les gens me regardaient de partout, depuis les fenêtres des habitations,
les boutiques, les ruelles et le boulevard. C'était encore pire au carrefour. J'avais tellement peur que quelqu'un vienne frapper au pare-brise de ma voiture pour m'insulter. Mais ces peurs, à Ava, disparaissent en ces jours où les femmes non voilées investissent en nombre l'espace public. Ensemble, notre courage se démultipliait. Ma peur me quittait en voyant une fille à la chevelure rousse, libérée, et une autre quittait sa peur en me voyant. Nous nous faisions des signes pour nous dire que nous continuerions le lendemain, ainsi, brave et belle, la version la plus authentique de nous-mêmes. Au milieu des poursuites, des arrestations et du massacre de nos sœurs et de nos frères, plus jeunes et plus âgés, ce principe nous redonnait courage. Plus ils frapperaient, chasseraient, tortureraient et tueraient, plus nous repousserions fortement le voile obligatoire et occuperions des ruelles, des métros et des rues, ces rues qui n'étaient pas à nous. Et donc pour terminer, nous allons également vous lire des passages à propos de l'emblème de l'arc-en-ciel, qui est un symbole de cette révolution. Merci. Il surgit sur la scène de contestation et s'ancre dans l'imaginaire collectif avec le meurtre de Kian Pilfalak, un enfant de 9 ans. Le 16 novembre 2022, alors que sa famille rentrait chez elle à Izé, province de Khouzestan, les forces de l'ordre tirent sur la voiture, blessant grièvement le père et tuant l'enfant. Les autorités ont cherché à faire passer cette attaque pour une action terroriste de Daesh et ont désigné une personne, Mojahed Kourkour, comme le meurtrier de Kian. C'était compté sans le courage de Mor Monir Moulaïra, la mère de l'enfant, qui a témoigné pour rétablir les faits. Enseignante au lycée, elle a subi une forte pression des autorités jusqu'à en perdre son poste, sans jamais revenir sur cette déclaration. Le jour de l'enterrement de Kian, la foule scandait « Nous le jurons sur le sang de Kian. Nous resterons debout jusqu'à la fin. Mort à Khamenei, Basiji, Sepahi. C'est vous, notre Daesh. » Enfant créatif, Kian souhaitait devenir ingénieur en robotique. Plusieurs vidéos de cette expérience circulant sur les réseaux sociaux, débutant par « Au nom de Dieu, arc-en-ciel ». Une expression tirée d'un livre d'apprentissage de personnes utilisées en école maternelle. Après le mort de Kian, l'arc-en-ciel devient un des emblèmes de la contestation. J'attends l'arc-en-ciel après le déluge. Écrira sur l'Instagram Ahmed Sediri, 20 ans avant d'être tué à Dargahan, province de Hormozgan, sur le côte sud de l'Iran, sa ville natale où il travaillait dans un magasin de vêtements. Le lieu d'arc-en-ciel comme une contre-figure de Dieu islamiste. L'harmonieuse beauté de l'arc-en-ciel n'en est-elle pas de la rencontre de deux éléments en apparence opposés, le ciel et la pluie, le soleil et la pluie? Sa splendeur ne tient-elle pas au concert de couleurs? Ainsi, l'arc-en-ciel ne va-t-il pas à l'encontre de l'uniformisation projetée par l'islamisme? Et n'est-ce pas contre cela s'est levée la révolution femme, vie, liberté?
une révolution qui engage la nation en cachant en chacun de ses membres dans un espoir, celui de s'émanciper d'une idéologie répressive qui veut formater chaque dimension de la vie individuelle et collective. C'est pourquoi cette révolution est à tous les égards existentielle. Le dernier extrait que je vais vous lire est tiré de l'introduction écrite par Farzaneh Milani, qui est ici présente avec nous. Ce soulèvement, ce mouvement, cette révolution, cette renaissance, quel que soit le nom qu'on lui donne, défie les catégorisations et les étiquettes. Comme l'arc-en-ciel, il donne à voir une réponse dépolarisée à des questions complexes auxquelles est confrontée une société polarisée. Il construit une passerelle entre ce qui est perçu comme une opposition binaire, puissant ou impuissant, jeune ou vieux, centre ou périphérie. Comme l'arc-en-ciel, il déploie une multiplicité de couleurs, savoure sa souplesse et son agilité, repousse les limites, élargit les frontières, propose de nouvelles possibilités et des alternatives. Les mots prémonitoires de la poétesse Simin Behbahani, comme ceux de Kian Kerfalak en lançant son bateau-jouet, évoquent Iris, la déesse de l'arc-en-ciel, à l'intersection du voilement et du dévoilement. Tu m'as enfermée derrière ces murs que tu as érigés, telles les nombreuses couches d'un oignon. Un jour, j'échapperai à cet enfermement. Comme un miroir tendu vers l'arc-en-ciel, j'ornerai mon visage de 7 couleurs. Je disperserai des pétales bleus dans le vent. Je laisserai mon voile de soie flotter dans l'abandon. Je louerai l'iris dans les montagnes. Je me retrouverai soudain en pleine floraison. Et toi, condamné à pourrir. Des femmes que nous avons attribuées en 2023 à la révolution existentielle des Iraniennes et des Iraniens, car c'est ça qui est très important, c'est qu'en effet, comme cela a été dit, ce sont les femmes qui ont initié la révolution, mais elles ont été immédiatement accompagnées par des hommes, et je crois que c'est unique. C'était la première fois qu'on voyait une chose pareille, c'est la portée philosophique du féminisme, et qui est en effet une sorte de philosophie qui est valable également pour les hommes. Je vous remercie tous, et c'est à vous maintenant d'intervenir.